Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre accueil. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là aujourd'hui grâce à la technologie, puisque ce Zoom me permet de participer à cette conférence qui se tient à Paris depuis, en effet, les Émirats où j'habite depuis bientôt 19 ans. Écoutez, je pense que Giovanna a très bien fait d'intégrer Dubaï dans ce cycle de conférences sur la ville Carrefour, parce qu'en effet, Dubaï est une ville Carrefour et depuis longtemps. Et je commencerai ainsi cette conférence en vous disant que la première appellation de la ville de Dubaï est El Wasl. Et El Wasl, en arabe, signifie l'interconnexion, l'intersection, la connexion. Donc, c'est le sens véritable du mot Dubaï. Voilà, donc ça me paraissait déjà important de revenir sur l'origine, la première appellation de Dubaï, El Wasl. Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire de Carrefour, Carrefour que l'on a dans cette notion d'El Wasl, c'est qu'en fait, elle renvoie aussi à une notion d'origine états-unienne, le mot hub. Hub, qui est un mot qui est passé un petit peu dans notre langage actuellement, qui signifie un centre sur lequel convergent en fait des flux. Alors, ça part en fait du vocabulaire de la roue. Et donc, Dubaï est en quelque sorte le lieu de convergence de ces flux. Alors, ces flux, dans le cadre de la mondialisation, ils se sont accélérés, ils se sont diversifiés dans le contexte de la mondialisation. Et Dubaï a su s'intégrer à cette mondialisation progressivement. Alors, c'est vrai, comme vous le voyez sur les cartes qui sont projetées ici sur votre écran, la cité-État profite d'une situation de carrefour entre le continent asiatique, le continent africain et le continent européen. Mais c'est aussi la vision de plusieurs émirs et notamment de celui de Dubaï que vous voyez ici à l'écran maintenant, Cher Mohamed Al Maktoum, surnommé par tout le monde ici Chermo, qui a contribué, lui et sa famille, à permettre cette insertion de Dubaï dans la mondialisation. Donc là, il y a une notion qui me paraît très importante sur laquelle je reviendrai dans cette conférence, qui est la notion de pouvoir tribalo-libéral. Parce qu'on a une tribu qui accueille finalement le capitalisme et qui essaye de s'inscrire dans ce capitalisme en construisant une puissance et une ville mondiale. Alors, je reviens un peu sur cette ville mondiale dont il est très difficile finalement de saisir les contours. Parce qu'il faut mieux peut-être parler pour Dubaï de cité-État, parce que progressivement, les contours de la ville se confondent avec les contours de l'émirat, et avec une possibilité aussi d'extension de la ville à l'intérieur des territoires. Donc, grosso modo, vous avez à peu près une soixantaine de kilomètres, 60-70 kilomètres le long de cette côte. Plus, si on y intègre notamment des zones industrielles, on s'approche de la centaine de kilomètres. Vous avez également à l'intérieur des terres une urbanisation qui peut atteindre 45-50 kilomètres. Ça dépend des points que l'on prend en termes de repères. Et puis, une ville qui se construit offshore, c'est-à-dire par poldérisation sur la mer et qui flirte avec les 15 kilomètres. Vous avez plusieurs réalisations. Alors, Palm Jebel Ali n'est absolument pas terminé, mais vous avez La Palme, Nakhla en arabe, et vous avez The World, donc en fait un monde qui est représenté avec des pays qu'on peut acheter. Et qui petit à petit ces îles sont en train de s'urbaniser. Donc vous avez une cité-État qui est déjà assez gigantesque et qui veut devenir et renforcer constamment ce carrefour. Ensuite, ce qui m'intéresse aussi dans la notion de carrefour, outre le sens purement géographique, c'est véritablement l'expression être à un carrefour, une expression qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire être à la croisée des chemins, être à l'intersection d'un moment clé dans sa vie où il faut qu'on prenne une décision. Et Dubaï, depuis quelques années, est à la croisée des chemins
est au carrefour et doit prendre des décisions pour diversifier son économie. Donc, cette décision que Dubaï va prendre, elle est pensée par l'émir de Dubaï, le fameux Cher, et on a le passage suffisamment après ce boom pétrolier, on a eu le passage à une économie finalement de rente immobilière, puis on a développé le tourisme, on aura l'occasion d'en reparler, et aujourd'hui, Dubaï essaye de prendre le chemin de l'économie de la connaissance et notamment du développement durable, ce qui n'est pas sans surprise pour une ville qui a une très mauvaise empreinte écologique et qui est décriée pour son excès de climatisation, son excès dans l'usage de l'eau alors qu'on est dans un milieu complètement désertique. Donc, cette nouvelle ouverture de Dubaï sur cette économie de connaissance et sur les énergies durables est pensée par le Cher et va s'inscrire progressivement dans la ville. Donc, vous voyez bien que Dubaï est un carrefour et elle est aussi à un carrefour. Par conséquent, moi, ce qui m'intéresserait de voir, surtout avec l'actualité de l'exposition universelle qui se tient à Dubaï, vous avez sur vos écrans le pavillon émirien et puis une photo du pavillon français, c'est de voir avec vous comment la gouvernance tribalo-libérale omnisciente a-t-elle été fondée, puis a-t-elle renforcé la cité, faisant de Dubaï un carrefour très important aujourd'hui. Alors, dans une première partie, je m'intéresserai tout d'abord à Dubaï en tant qu'un carrefour très ancien, beaucoup plus ancien qu'on peut le penser. Puis ensuite, j'aborderai les politiques urbaines qui ont fait de Dubaï un carrefour mondial et qui le renforcent constamment. Et enfin, ma dernière partie reprendra cette notion de Dubaï est aujourd'hui à un carrefour. Alors, pour commencer, je voudrais revenir sur Dubaï, carrefour ancien, parce que dans nos représentations, on a l'impression que la ville de Dubaï, elle date de 70 ans, 100 ans au maximum, mais bon, que c'est une invention un peu mégalomaniaque, sortie du désert, comme ça, du sable, mais qu'il n'y a pas de culture urbaine dans le pays. Eh bien, on se trompe. On se trompe parce que c'est une ville qui a, alors selon les vestiges qu'on a pu retrouver, entre 5000 et 7000 ans. On connaît cette ville grâce tout d'abord à des apports archéologiques, comme vous le voyez ici sur cette photo. En effet, on a retrouvé tout d'abord une ville abbasside. La dynastie abbasside, c'est une dynastie musulmane qui suit la dynastie omeyyade et qui a son siège dans la capitale de Bagdad, en Irak, mais qui a égrené sa puissance dans tout le monde arabo-musulman et qui va rester en place jusqu'au XIIIe siècle et un peu plus longtemps au XVe siècle, même si son pouvoir est quasi fantoche, car dominé par les Turcs islamisés. Mais vous avez une ville abbasside qui existe véritablement dans cette région du Golfe et que je vais vous montrer. Donc, cette ville abbasside, ici, vous l'avez sur vos écrans, elle a été mise à jour dans le quartier de Jumeirah, le long de la plage. Et c'est une ville qui date du Xe siècle. Elle est organisée comme une ville islamique traditionnelle, c'est-à-dire autour de sa mosquée, de la résidence de son chef. Et vous avez des caravansérails, vous avez un marché, etc. D'après l'étude architecturale qui a pu être faite, on s'est aperçu que cette ville était absolument prospère à son époque. Mais ce ne sont pas les seules traces urbaines que nous avons. Plus à l'intérieur du désert, à Sarouk el-Hadid, on a des traces d'un vieux centre métallurgique qui date du néolithique. Enfin, dans la ville de Hatta, 115 km du centre de Dubaï, de la mer si vous préférez, mais dans l'émirat de Dubaï, une fouille a permis de mettre à jour de nombreuses tombes, des tombes qu'on dit ruches, 80 ont été rénovées, et on a retrouvé des objets, etc. Donc, la présence de la ville à Dubaï est véritablement ancienne. Alors, on a également, pour marquer cette ancienneté, mais c'est quand même plus récent, des descriptions des sources écrites.
les sources écrites en fait sont relativement tardives pour Dubaï. On a un lieutenant, un certain lieutenant Cognan, qui décrit Dubaï. Et à l'époque, ce n'est vraiment qu'un village avec 1200 âmes, dit-il. Et dans ce village, il y a simplement des membres de la tribu Baniyas. La tribu Baniyas est la tribu d'origine de la famille El Maktoum qui est au pouvoir et qui prend le pouvoir véritablement dans ce village de Dubaïot en 1833. Pour les premiers recensements, il faut attendre 1906-1915. On a environ à cette époque 10 000 âmes, puis 38 000 âmes en 1940, c'est-à-dire au début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, très rapidement, la population est cosmopolite dans cette ville qui est ancienne. On a une population indienne nombreuse et qui d'ailleurs reste la première communauté ici aux Émirats arabes unis et notamment à Dubaï, une communauté indienne, car il y a un accord économique qui est signé entre Bombay à l'époque et Dubaï. On a aussi une population baloutche. La population baloutche est une population iranienne qui est majoritairement aujourd'hui implantée au Pakistan. On a des Bahreïnis, on a des Koweïtis, on a des Soudanais, on a d'autres tribus arabes. On a une population d'esclaves qui vient essentiellement de l'Afrique de l'Est. Et puis, on a une présence européenne. Alors, avec le passage de colons portugais au XVIe siècle, on a aussi une population iranienne qui arrive massivement à partir du tournant entre le 19e et le 20e siècle, puis ensuite une nouvelle vague de population iranienne à partir de la révolution islamique en 1979 et puis de la guerre Iran-Irak 1980-1988. Une population européenne, alors qui n'est pas faite aussi, je vous le disais, je vous parlais tout à l'heure des Portugais, seulement des Portugais, mais aussi des Britanniques. Les Britanniques vont s'implanter à Dubaï à partir de 1820. Ils vont en fait signer des traités avec chaque tribu, des traités de paix et des traités commerciaux pour sécuriser leur route commerciale venant d'Inde jusqu'au Royaume-Uni. Puis ensuite, ces accords, ils vont les conforter à partir de 1835. Puis en 1835, ils vont essayer de pacifier cette côte qui s'appelle la côte des pirates en une côte de la trêve ou état de la trêve que l'on appelle Trucial States en arabe, en anglais. Et les accords de commerce vont devenir permanents. Et à partir de 1892, ils veulent absolument sécuriser l'exclusivité de ces accords commerciaux parce que la concurrence avec d'autres puissances coloniales étrangères se fait davantage ressortir. À partir de 1968, la population va encore plus se diversifier. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni, qui a un protectorat sur ce qui deviendra les Émirats arabes unis, décident de se retirer. Ils ont un certain nombre de problèmes chez eux. Ils décident de se retirer des États de la trêve et annoncent leur départ pour 1971. La conséquence de leur départ en 1971, c'est bien sûr le 2 décembre, la création des Émirats arabes unis, mais également l'arrivée d'une population bien plus diversifiée à l'image de la mondialisation. Vous avez notamment des Japonais, mais des intérêts allemands, les Français qui arrivent à cette époque-là, et puis le commerce croissant dans cette région de plus en plus carrefour. Les Émirats et Dubaï appellent à une population, à une main-d'œuvre de l'étranger, et notamment une main-d'œuvre musulmane, mais qui vient d'Asie. Donc, vous avez une multiplication à cette époque-là des nationalités qui traduit cette intégration progressive à la mondialisation et ce rôle croissant de carrefour. Ce qui m'amène à vous dire que Dubaï est un carrefour de commerce très ancien. C'est un carrefour de commerce très ancien, puisque tout à l'heure, je vous l'ai dit, nous avons une ville qui est très ancienne et qui est déjà à l'âge de fer, une plaque tournante du commerce à cette époque, bien évidemment, dans le désert, à Sarouk el-Hadid. Puis ensuite, vous savez, cette ville abbasside qui est prospère et qui reçoit des commerçants de Mésopotamie, d'Inde et d'Oman.
vous avez une ville carrefour parce qu'elle est en interaction également avec les Britanniques et a des échanges avec la puissance tutélaire. Vous avez ces Iraniens qui arrivent sur la crique dont vous voyez une photo ici sur l'écran à partir du début du XXe siècle. Et ces commerçants iraniens qui viennent avec leur savoir vont renforcer les échanges de part et d'autre du golfe arabo-iranien. Ensuite, vous avez aussi un Dubaï qui vit de la pêche, des échanges, mais qui vit aussi depuis très longtemps de la pêche perlière. Cette pêche perlière, elle date en fait du néolithique, mais c'est véritablement à la fin du XVIIIe siècle que Dubaï, comme d'autres villes du Golfe d'ailleurs, vivent de cette pêche perlière. Et Dubaï va s'insérer davantage dans les échanges internationaux à partir de 1869, qui est le début, l'ouverture du canal de Suez, qui facilite les échanges donc entre l'Asie et puis l'Europe. Et là, Dubaï va s'insérer dans les échanges. Pourquoi? Parce que les pêcheurs dubaïotes, qui plongent à l'époque sans scaphandrier, vont ramasser des perles. Ces perles, en fait, ils les vendent à Bombay, en Inde. Bombay les monte sur des colliers, puis ensuite les vend en Occident, et notamment ces colliers finissent autour des dames du Royaume-Uni. Donc, vous avez véritablement cette insertion progressive dans les réseaux. Alors, il est vrai que la Première Guerre mondiale, puis ensuite la crise de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale, auquel il faut ajouter également la concurrence de la perle de culture, vont avoir raison du commerce perlier à Dubaï qui va complètement mourir, laissant en fait cette cité-État exsangue, sans emploi. À ce moment-là, les esclaves demandent à être affranchis parce qu'ils n'ont plus de travail. Et à cette époque-là, l'émir va décider dans les années 30 de mettre la main sur l'ensemble des terres de Dubaï, donc il en est maître. Il va donc de facto devenir plus riche que les marchands perliers, ce qui n'était pas le cas auparavant, et va prendre le lead, c'est-à-dire qu'il va commencer à orienter l'économie dubaïote pour la sortir du marasme et notamment se livrer dès les années 30 à un commerce illégal pour éviter les taxes, notamment commerce du sucre, commerce du thé, commerce du textile, commerce des peaux, du ciment. Il utilise pour cela des caravanes qui transitent par l'Irak, par l'Iran. Donc, il y a un rôle clé qui commence à émerger à ce moment-là de la part de l'émir. Ce qui me conduit à vous parler du rôle du pouvoir et des émirs de Dubaï dans ma troisième sous-partie. Shah Maktoum Benacher, qui est l'un des aïeux du Shah actuel, prend le pouvoir en 1894 dans l'émirat de Dubaï. Il est considéré comme étant celui qui fait de Dubaï le centre du commerce du Golfe arabo-persique en abolissant les taxes sur les importations et en encourageant l'installation des marchands. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'arrivée des Iraniens à Dubaï au tournant du 19e et du 20e siècle. Ce qui fait arriver les Iraniens qui commerçaient déjà avec Dubaï à s'installer véritablement de l'autre côté du Golfe, c'est une mesure qui est prise à l'époque par le pouvoir central de Téhéran qui ajoute de nouvelles taxes. Et ces nouvelles taxes ajoutées aux Iraniens en 1902 les fâchent. Et les Iraniens, dans la péninsule de Bastak, de l'autre côté du Golfe, décident dans un premier temps de plier de bagages, de s'installer à Dubaï. Le Cher Hacher leur offre des terrains pour construire leurs maisons et leurs boutiques et leur promet de ne jamais les taxer. Ils sont donc très bien accueillis. Et une fois qu'ils ont implanté leur commerce, ils vont faire venir leur famille.
leurs familles qui vont construire ces fameuses maisons à tour avant. Alors là, sur l'image que je vous projette à l'écran, vous n'avez pas de tour avant, mais je vous en montrerai tout de suite après. Ça donnait ces jolies demeures qui bordent en fait la crique à Dubaï. La crique à Dubaï, c'est un bras de mer relativement profond qui rentre dans les terres. Et au bord de cette crique, il y avait le port originel qui était un site d'abri. Donc, véritablement, ces commerçants vont s'installer et puis faire prospérer la ville. À ce moment-là, Dubaï va devenir un centre de commerce de plus en plus actif. Il faut aussi noter qu'en 1904, vous avez une ligne maritime qui s'ouvre et une ligne maritime hebdomadaire qui s'ouvre entre l'Inde et Dubaï, qui renforce les interactions et qui font de Dubaï un carrefour, puisque Dubaï devient le centre de réacheminement des marchandises vers l'oasis de Bouraimi, qui se trouve en direction d'Oman aujourd'hui, et de réexportation des marchandises vers la Perse. Et cette mentalité marchande, elle va être conservée à Dubaï, chez les émirs qui vont suivre Sher Hacher, dont le père de Sher Mohammed, l'émir actuel, à savoir Sher Rachid. Donc, il va avoir cette vision de projection sur le rôle carrefour de Dubaï. Et cette vision, qui est très importante pour comprendre les mentalités émiriennes, s'appelle en arabe ru'ya, donc la vision. Elle va continuer avec Sher Rachid, qui va notamment créer Port Rachid, qui porte ce nom. Le port initial sur la crique étant ensablé à longueur de temps, les bateaux changeant de capacité, un port va être créé sur le littoral par Port Rachid, puis ensuite, vu le succès de ce port, sera construit le port de Jebel Ali à partir de 1985, puis d'autres infrastructures pour renforcer ce rôle de portuaire et aéroportuaire avec la création en 1985 de la compagnie aérienne Emirates. Et puis, toujours dans un souci de zone franche, inauguré par le Sher Hacher au début du XXe siècle, Dubaï va créer à partir des années 80 des zones franches sur lesquelles je reviendrai, qui fragmentent la ville mais qui la rendent également plus attractive. Alors, cette importance des émirs me fait quand même une transition idéale pour la seconde partie que je voudrais traiter ici et qui apporte davantage sur les politiques urbaines qui vont contribuer à renforcer le rôle de carrefour mondial. Et c'est pour cela que je vais essayer de travailler avec vous sur cette notion que dans ma thèse j'appelle le tribalo-libéralisme, qui est cette vision à la fois tribale et qui se télescope avec le capitalisme dans les mentalités émiriennes. Par conséquent, il me semble important de revenir sur cette notion de tribalo-libéralisme et sur la notion de tribu. La tribu, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le soubassement de ces sociétés bédouines au niveau politique, économique, social. La tribu est fondée par un ancêtre éponyme commun. Et elle est basée sur la généalogie qu'on appelle en arabe le nasab. Donc, tous les membres de la tribu ont une relation commune, ils viennent de la même famille, ils ont un ancêtre commun, qui fait qu'ils vont être solidaires entre eux, qu'ils vont être loyaux les uns envers les autres. Et cette loyauté les uns envers les autres fait qu'il y a en fait ce que Ibn Khaldoun, un sociologue du Moyen-Âge, appelle des solidarités, c'est-à-dire des asabiyas. Asabiya, en arabe, c'est la solidarité liée à la généalogie. Et à partir de là, cette solidarité va faire qu'on va mettre en avant la personnalité de l'émir. L'émir qui est le chef tribal, qui incarne le centre, on l'appelle Samim, et qui est entouré finalement des membres de sa famille, plus ou moins éloignés, les Awashi.
et qui vont lui fournir un conseil. Ils ne sont pas décisionnaires, mais ils vont le conseiller grâce à cette solidarité familiale. Et en fait, ce conseil existe toujours aujourd'hui. Ce conseil familial s'appelle la Choura. Et l'émir aujourd'hui réunit régulièrement encore des proches de sa tribu pour avoir leur retour sur une situation, un point particulier. Alors, le chef, vous comprenez bien qu'il doit avoir des caractéristiques. Il doit être quelqu'un d'exception. Il est une exception parce qu'il doit cumuler finalement ce chef, le pouvoir, que l'on appelle mulk, Munafara, qui sont des qualités innées ou acquises, qui font de lui quelqu'un de spécial, de très compétent finalement, quelqu'un qui a un aura, et puis la dawa, quelqu'un avec qui on va obéir parce qu'il est charismatique. Et fort de ce rôle tribal, l'émir va construire la nation. Parce que finalement, la notion de tribu est très souple. Elle a franchi les millénaires. L'islam ne l'a pas fait volatiliser. Elle permet d'accueillir la notion d'État. Et la notion d'État en arabe est finalement plus résiliente que la définition qu'on en a dans nos sociétés occidentales. En Occident, État vient du mot statu, c'est-à-dire une base ferme, solide. En arabe, l'État se dit daola. Daola, c'est ce qui bouge, ce qui change, ce qui s'adapte. Et justement, le daola est tout à fait superposable à la tribu. La tribu s'accommode particulièrement bien de l'État. Et elle doit ainsi fédérer sa nation qui est faite finalement de membres de sa tribu. En revanche, dans le système tribal local, il n'y a pas d'État-nation au sens européen du terme. Pourquoi? Parce que ce sont les chefs de tribu qui représentent dans les instances leur peuple. Il n'y a pas véritablement de représentation populaire. Et en cela, le pouvoir peut être vu notamment comme tyrannique. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce chef tribal qui va réussir à s'emparer de la notion de mondialisation pour favoriser finalement ceux qui appartiennent à sa tribu et qui sont minoritaires à Dubaï, environ 10 à 12% de la société, 88 à 90% de la population étant d'origine étrangère. Et l'émir va finalement favoriser sa tribu. C'est pour ça que je dis qu'à Dubaï, la mondialisation n'a pas détribalisé la société, mais l'a retribalisée en favorisant les Émiriens pour créer une nation cimentée autour d'un projet. Et ce pouvoir, cette nation, ce ciment, va se lire dans l'espace, c'est-à-dire dans la ville mondiale. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément très important que je voulais évoquer avec vous pour que vous compreniez qui est véritablement au règne des représentations de la ville de Dubaï que vous avez. Et il va renforcer ainsi la ville Carrefour. Et c'est pour ça que maintenant, je voudrais évoquer avec vous la manière dont cette ville de Dubaï va se construire en l'illustrant par une célèbre phrase de Chermont, « Construisez et ils viendront ». C'est la phrase qu'il lance au début des années 2000 et qui est très importante. Alors, la ville, elle est hyper centralisée à l'image du pouvoir tribal. C'est une économie dirigiste, mais aussi complètement ouverte aux investisseurs et donc au capitalisme, comme l'a inauguré avant lui son aïeul, Cher Hacher. Cette cité-État va se construire en plusieurs étapes. La première étape de cette ville Carrefour, c'est le port. La ville de Dubaï naît sur le port. Vous avez ici une carte représentant la crique, ce bras de mer qui entre dans les terres, et vous avez sur cette crique le port originel qui se situait sur la crique, puis ensuite, parce qu'il s'ensablait, qu'il n'était plus adapté, le port Rachid, et après la ville va glisser en direction d'Abu Dhabi pour construire le fameux port de Jebel Ali. Donc le port, c'est autour du port que se crée la ville. Le port, finalement, il est urbanisant, hein, et vous allez avoir ce cœur historique qui va naître ici.
Puis, après cette première étape, nous avons le boom pétrolier qui arrive à la fin des années 60. Et à ce moment-là, les quartiers anciens de Deira, de Bourg-Dubaï, que vous avez ici sur la carte, vont être abandonnés ou squattés par des travailleurs de fortune. Et les Émiriens, eux, vont aller s'installer le long de la côte, dans les quartiers qu'on appelle Jumeirah, etc., dans des maisons beaucoup plus confortable, d'architecture cubique avec la climatisation, etc. Cette ville pétrolière va apporter une rente considérable. On va voir les infrastructures naître et on va rêver de se déplacer en voiture. Donc, c'est la ville du tout bagnole, du pétrole à pas cher qui permet de dilater la ville puisque de toute manière, on prend une voiture pour se déplacer. Les infrastructures vont se multiplier. Puis ensuite, dans un troisième temps, on est là entre 2000, à partir de 2000, si vous voulez, on va entrer dans cette ville post-pétrolière que l'on peut appeler la ville ajourée. Alors, pourquoi ville ajourée? Parce que c'est une ville qui est créée par le développement de ce que l'on appelle des enclaves résidentielles fermées, c'est-à-dire, si vous voulez, l'équivalent des lotissements sécurisés, des lotissements de grande ampleur. Hein. Certains peuvent dépasser 3 000, même 5 000 maisons. Et ils sont sécurisés. Alors, ces lotissements vont apparaître un petit peu disséminés dans tout l'espace d'Ubaïot. La difficulté, bien sûr, c'est de raccorder ces lotissements aux infrastructures de communication et puis, évidemment, de créer ces infrastructures de communication qui sont souvent, si vous voulez, des autoroutes qui vont jusqu'à 6 voies. Donc, ce gigantisme des autoroutes permet une lecture idéologique du pouvoir où on voit les ambitions pour cette ville hub qu'est Dubaï. Alors, à ces projets résidentiels nombreux, Dubaï adopte dans un premier temps le fonctionnalisme. Donc, on distingue les quartiers résidentiels, des quartiers de bureaux, des zones industrielles. La ville se dilatant énormément, ça devient absolument impossible de franchir ces distances avec facilité. Et au zonage et au fonctionnalisme à l'échelle de la ville, on va passer au fonctionnalisme à l'échelle du quartier. C'est-à-dire que dans les quartiers, on va créer, alors je pourrais peut-être vous donner un exemple d'une frange urbaine et un axe d'urbanisation à l'heure actuelle sur Dubaï Land. On va assister, si vous voulez, à un fonctionnalisme à l'échelle de ces franges urbaines pour avoir à la fois des espaces résidentiels, mais également des espaces commerciaux, des bureaux, des écoles pour éviter ces migrations pendulaires. Donc, cette ville va se créer comme ça et progressivement, on va essayer d'aller, alors vœu pieux ou pas, je ne sais pas, vers une ville plus compacte, c'est-à-dire qu'on va construire entre les interstices de cette ville ajourée. Alors, comment construit-on? On va le voir, mais ce que je voudrais vous montrer ici avec ces petites photographies, c'est que dans les années 2000, la ville, elle se construit impulsée bien sûr par l'émir, mais impulsée par les familles tribales. Et je vais y revenir tout de suite parce que là, vous avez des quartiers qui appartiennent à un membre de la famille tribale. Et enfin, dernière étape de la ville, aujourd'hui, on veut aller vers la Dubaï comme Smart City, comme ville respectueuse de l'environnement, etc. Alors, j'aurai l'occasion de développer sur des derniers points dans la troisième partie de ma présentation. Mais maintenant, je veux revenir avec vous sur la manière dont on a créé cette ville carrefour de Dubaï. Quelles sont les politiques urbaines qui ont été mises en place? Parce que dans les années 50, la municipalité de Dubaï, c'est 10 personnes, en comprenant le cantonnier. Donc, c'est vraiment plus qu'embryonnaire. La municipalité de Dubaï va véritablement se développer à partir en fait des années 80. Elle va s'étoffer, 36 secteurs,
On va employer à peu près 2000 fonctionnaires et puis elle va s'inspirer, car elle n'a pas encore le savoir-faire, des compétences britanniques, occidentales d'une manière générale, en termes de planification urbaine. Notamment un des plans, je ne vais pas tous vous les citer, mais il me semblait important de vous citer celui-ci, la planification urbaine d'Oxiadis dans les années 80, parce que cette planification prévoit d'ouvrir Dubaï aux investisseurs en contournant ce que l'on appelle la kafala, c'est-à-dire le fait d'être sponsorisé par un émirien. Et donc, à ce moment-là, on va créer des zones franches, c'est-à-dire des zones non imposées. Donc là, Dubaï s'insère encore plus comme ville hub du capitalisme. À partir des années 2000, la municipalité de Dubaï va devenir finalement une espèce de chambre d'enregistrement de projets immobiliers. C'est-à-dire qu'elle réalise les projets que lui donne à réaliser l'émir et qui sont de son propre chef ou qui appartiennent à sa propre compagnie en tant que promoteur immobilier. Il va aussi, cette municipalité va réaliser aussi les projets immobiliers de la famille proche du chef, de la tribu, ces grandes familles, El Abtour, Bawardi, Louta, Majid El Foutem, qui vont devenir des promoteurs immobiliers et marquer de leur sceau la ville de Dubaï. Voici ici cette photographie sur l'axe principal de Dubaï, qui est la Sheikh Zayed Road, où vous voyez un quartier entier. Bon, à l'époque, il était en construction, il est fini, évidemment, avec un complexe hôtelier, la salle de spectacle, notamment de la Perle. C'est une des propriétés, si j'ai envie de dire, d'Al Abtour. Il en a également à Jumeirah, il en a aussi à Dubaï Land. Dubaï Land, vous voyez, cet hôtel qui est accompagné de maisons tout autour, dans le centre de polo, dans le centre équestre, appartient à Al Abtour et il a son nom posé dessus. Il a aussi un quartier dans le quartier de la Marina. Bref, il y a une omniprésence, si vous voulez, dans le paysage urbain de ces grandes familles tribales qui participent à construire le hub et qui phagocytent complètement l'économie, parce que vous voyez qu'il y a télescopage entre les intérêts politiques et les intérêts économiques. Donc, ces projets urbains participent à la création de la ville mondiale, la rendent plus attractive, la diversifient et petit à petit attire de plus en plus de tourisme. C'est pour ça qu'on va faire de Dubaï un pôle touristique. Et le tourisme participe à renforcer ce rôle de carrefour, ce rôle de hub. Et c'est l'objet de cette partie que je voudrais aborder avec vous. Le tourisme, il participe à la construction de la ville carrefour et il participe aussi à forger l'identité nationale. Et c'est ce qui est intéressant ici à Dubaï. Parce que finalement, le tourisme, il n'y avait pas grand-chose à Dubaï, notamment dans les années 70, il n'y avait qu'un musée Racine, comme l'appelle Alexandre Kazerouni, c'est-à-dire un musée qu'on appellera un musée du folklore ou un musée ethnographique, en représentant la vie d'antan avec la perle, les bateaux, les tenues traditionnelles, le souk. Mais à partir progressivement, Dubaï va prendre conscience de l'importance du tourisme pour développer cette ville mondiale, ce hub, parce que toute ville mondiale a un centre historique qu'elle met en valeur, qu'elle offre à voir aux touristes. Mais cette prise de conscience, elle va être lente et elle va être le fait, en fait, non pas des Émiriens, mais des Européens, des étrangers. En 1976, il y a par exemple des architectes et historiennes de l'art qui font une étude sur Dubaï, Anne Coles et Jennifer Scars, qui voient le potentiel et les vestiges du patrimoine de Dubaï. En 1978, l'UNESCO dit surtout ne démolissez pas le centre-ville, on peut le classer patrimoine mondial de l'humanité. Ensuite, il y a Alison Collins, qui est une Britannique qui s'est installée
dans la vieille ville autour de Bastaquier, dans le quartier qui est représenté ici en vert clair, avec sa famille qui est architecte et qui s'éprend du patrimoine de Dubaï et qui essaye de mobiliser l'attention de la municipalité de Dubaï, d'ailleurs en organisant des sit-ins, pour dire attention, arrêtez de détruire, c'est un massacre, il faut conserver ce patrimoine. Elle est relayée ensuite par Mohamed Bourkash, qui est à la municipalité de Dubaï et qui descend d'une famille iranienne d'ailleurs qui avait une maison qui a été démolie en bord de la crique, qui faisait partie des plus belles demeures. Donc, il y a une prise de conscience, vous voyez, qui se fait progressivement. Puis ensuite, on va passer à la visite du prince Charles en 89. Et le prince Charles demande expressément à l'émir de ne pas détruire le patrimoine. Et là, on va passer à partir des années 90 jusqu'à 2000 à une première phase de rénovation, de réhabilitation de ce patrimoine historique qui se trouve le long de la crique. Hein, vous avez Heritage Area, le Souk El Kabir, Fort El Fahidi, qui est le plus ancien monument de Dubaï qui date de 1789. Elle commence cette réhabilitation donc, dans les années 90-2000, puis ensuite elle va s'accélérer à partir du moment où Dubaï aura l'obtention de l'Expo universelle 2020, l'expo actuelle. À ce moment-là, le chef décide vraiment de pratiquer ce qu'on appelle en géographie, parce qu'on aime bien les néologismes, une touristification, une muséification de cette ville. Alors, je vais vous en donner quelques images. Là, vous avez le fort El Fahidi qui date de 1789 et qui notamment loge le musée Racine dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez ici à Shindaga le quartier traditionnel avec les maisons avant qui nous viennent d'Iran, importées au début du XXe siècle par les Iraniens qui se sont installés à Bastaquié. Vous avez devant des maisons en harish qui ont été reconstituées, le harish étant en fait du palmier, qui est l'habitat traditionnel, un habitat de fortune dans lequel habitaient les Émiriens avant le début du XXe siècle. Et puis, donc, vous avez cette muséification ici du quartier où on présente, vous voyez, les abras et les dos qui sont ces bateaux traditionnels qui sillonnent le golfe arabo-persique. Et puis, vous avez ensuite une extension de ce quartier. Vous avez d'abord une arabisation de ce quartier parce que ce quartier ancien que je vous montrais s'appelait Bastaquié et il a été arabisé. Il s'appelle dorénavant du nom du fort El Fahidi Historical Center. Donc, c'est un quartier qui a été arabisé. On essaie d'effacer finalement cet héritage iranien pour se l'approprier. Et puis, il a été étendu, ce quartier, avec le quartier d'El Sif, qui se trouve également sur la crique et qui, lui, est créé ex nihilo comme une extension du quartier historique, c'est-à-dire avec les mêmes procédés de construction. On trouve les tours avant et tout a été fait dans les matériaux qui sont en béton pour donner l'apparence que les bâtiments sont très anciens alors qu'ils ne le sont pas. Donc, finalement, on arrive à aussi une espèce de théâtralisation de l'Orient fantasmé dans ces quartiers de la crique. Alors, les Émiriens ont rajouté notamment une tente. Or, la tente, c'est un élément de la vie bédouine, donc de la vie désertique et pas de la vie en ville. Et puis, plus récemment, on a même mis les chameaux et puis en chamelier et des chèvres pour satisfaire ce fantasme orientaliste que l'on croit attraper quand on est touriste en s'approchant de cette zone historique et de son souk. La troisième étape dans cette touristification, ça a été le développement d'un tourisme d'affaires, bien évidemment, mais aussi d'un tourisme de luxe avec les hôtels de plage 5 étoiles et puis les malls. À l'heure actuelle, on est plus dans une diversification du tourisme, c'est la quatrième étape, avec notamment des parcs d'attractions qui sont de plus en plus nombreux. Alors, parcs aquatiques comme Atlantis, mais également parcs thématiques, que ce soit pour les enfants avec Legoland ou pour la communauté indienne très nombreuse avec Bollywood. Bref, les touristes, toutes sortes de touristes, quelle que soit la taille de sa bourse, quelle que soit
son origine, doit trouver satisfaction à Dubaï. Il faut plaire au plus grand nombre. Donc, la ville devient une attraction touristique. Et il y a de plus en plus de touristes. Et ce qui nous paraît, même nous, à Dubaï, quand on y habite, finalement, un territoire de quotidien, le quartier d'affaires ou le quartier de la Marina, hérissé de ces buildings, devient ici un espace, un hyperlieu, hyper intégré à la mondialisation, avec des lieux, des territoires de l'extraordinaire qui sont là pour fasciner les touristes. Et là, je crois qu'il y a une volonté aussi fasciner les touristes pour qu'ils reviennent, bien sûr, mais pour éventuellement qu'ils s'y installent, et puis peut-être qu'ils y travaillent, qu'ils achètent un bien, qu'ils fassent tourner la machine dubaïote. Donc, il y a une volonté de faire converger l'ensemble des flux. Et puis, plus récemment, le croisiérisme s'est beaucoup développé à Dubaï. Dubaï est devenue une ville des croisières. Donc, le croisiérisme participe à faire de Dubaï un hub, c'est-à-dire un moment où sur la route des croisières, on s'arrête et on visite Dubaï au moins quelques heures. Et la dernière étape de ce processus de touristification, ce qui est peut-être l'apothéose, j'ai envie de vous dire, c'est évidemment l'Expo universelle de Dubaï. L'Expo universelle de Dubaï, je vous montrais tout à l'heure des photos de cette exposition avec le pavillon émirien dans mon introduction. C'est l'exposition universelle de Dubaï et le monument, alors je vais essayer de vous le retrouver. Je ne sais plus si je me semblais l'avoir. Il est à la fin, je crois. Je vous le montrerai tout à l'heure de mon diaporama. Le musée du futur, qui est en train de devenir un bâtiment iconique et qui a été inauguré le 22 février 22/02/2022 à 22h. C'est un beau palindrome. Donc, progressivement, Dubaï a construit cet itinéraire touristique pour faire affluer les touristes. Alors, le tourisme ne suffit plus et Dubaï doit se projeter dans l'avenir. C'est la fameuse vision dont je vous parlais. Et c'est pour ça que ma troisième partie s'intitule « Dubaï est aujourd'hui à un carrefour ». Après avoir été un carrefour, Dubaï est aujourd'hui à un carrefour, c'est-à-dire qu'elle est à la croisée des chemins. Elle doit absolument se préparer à l'avenir. Et Dubaï a pensé l'Expo universelle qu'elle a gagnée en 2013 et qui est en cours actuellement comme un tremplin dans la construction du futur hub qu'elle veut devenir, un futur hub du développement durable, même si ça peut faire sourire en raison de cette mauvaise empreinte écologique. Alors, j'y viens tout de suite. À ce tremplin vers la construction du hub du développement durable. Vous avez ici une photo de l'Expo universelle de Dubaï avec, vous voyez, ce dôme doré qui s'appelle la place El Wassel, c'est-à-dire qui porte le premier nom de Dubaï. Avant Dubaï s'appelle Dubaï. Et à partir de cette place centrale, vous avez trois districts. On trouve trois districts que vous avez ici. Donc, la zone opportunité, la zone mobilité et la zone durabilité. Donc, vous voyez que le fil rouge, le fil conducteur, c'est le développement durable. C'est la transition environnementale. Faire de Dubaï un carrefour. En plus, le slogan de l'exposition universelle, c'est « Connecter les esprits, construire le futur ». Connexion, transport, vous voyez bien ici qu'on est toujours dans le désir de faire de la ville un centre, un hub. Et en marge de l'aspect fête foraine qu'on trouve dans toutes les expositions universelles, vous avez des think tanks sur l'innovation, des conférences, la volonté de partenariat privé-public ou la volonté de partenariat entre différents pays, un pavillon qui est fondé sur les bonnes pratiques, le pavillon des bonnes pratiques qui a été inauguré d'ailleurs à l'Expo universelle de Shanghai, la collaboration avec les universités, bref,
Ici, il s'agit, avec cette exposition, de s'approprier ce nouveau territoire parce que ce nouveau territoire a une finalité. Il veut servir de tremplin à l'économie de la connaissance et notamment au développement d'une réflexion sur l'environnement. Le site de l'exposition universelle a été pensé comme complètement démontable et transférable. Il deviendra ensuite un nouveau quartier d'affaires qui ne concurrencera pas l'actuel, puisqu'il sera focalisé sur un domaine particulier, la transition écologique, et qui s'appellera le DTCJA, Dubai Trade Center Jebel Ali. Alors moi, dans ma thèse, je l'ai surnommé d'un autre nom, je l'ai appelé SDBD, Sustainable Development Business District, puisqu'il s'agit de promouvoir l'environnement. Alors, à partir des acquis de l'exposition, on va développer les énergies durables dans ce quartier en transformant une partie de l'expo. Alors, ce qui va rester de l'expo, c'est les grands axes de communication, le métro, le mobilier urbain, la végétation qui a été plantée, et on va transformer le bâtiment qui accueillait les médias en un centre commercial et hôtelier. Le pavillon des Émirats arabes unis va devenir le musée des Émirats arabes unis. On va démonter une partie du théâtre et de l'auditorium pour en faire un institut de recherche. On va créer également des universités pour les interactions, les synergies entre la recherche et le développement. Bref, ce quartier va prendre vie. Il a une vocation à être durable sur le long terme. Et ce projet est complètement aussi en synergie avec une décision de l'émir qui a été en 2012 de créer un parc solaire, le parc solaire Mohamed Ben Rachid El Maktoum, qui couvre 77 km², c'est l'un des plus grands du monde, voire le plus grand du monde, et qui a coûté la modique somme de 50 milliards de dirhams, à peu près 13 milliards d'euros. Donc, c'est un gros défi. Pour relever ce défi, il faut aussi que les Émirats puissent attirer cette matière grise, ces cols blancs qui appartiennent à l'économie de la connaissance, au secteur quaternaire. Il faut qu'ils sachent former des étudiants à la recherche, donc ils ont besoin d'universités. Alors aujourd'hui, aux Émirats, il n'y a aucune université des Émirats qui sont véritablement classées dans le classement de Shanghai. Donc c'est un gros défi. Alors, je pense que devenir un hub du développement durable à l'échelle internationale, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais peut-être au moins bénéficier de l'avance que Dubaï a dans ce domaine pour devenir un hub régional. Alors, pour finir ma petite présentation, en guise de conclusion, j'aimerais revenir avec vous sur les aspects qui me semblent essentiels. Au passage, je vous le dis parce que vraiment, j'ai un coup de cœur pour ce bâtiment. Le fameux musée du futur que vous voyez ici, avec de la calligraphie inspirée des vers de l'émir actuel sur le futur. Bon, c'est un côté un peu mégalo, mais aussi qui vient d'ouvrir ses portes le 22 février 2022 à 22h. Donc voilà, je voulais tout à l'heure le chercher, le voici, et qui se situe juste en contrebas des Emirates Tower et notamment du bureau du Cher qui se trouve ici. Alors, pour finir, je crois que ce qui est important de retenir, c'est que les traces de l'urbanisation à Dubaï sont anciennes, car c'est un carrefour commercial et un carrefour de population depuis très longtemps, contrairement à l'image véhiculée habituellement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Dubaï a mis en place des politiques urbaines pour renforcer ce rôle de carrefour sous l'égide d'un pouvoir tribalo-libéral, qui s'appuie sur les solidarités et sur l'État qu'il vient de construire et sur une structure pyramidale. D'autre part, c'est un pouvoir qui orchestre la vie économique en s'appuyant sur la tribu, sur ses hubs portuaires, hubs aéroportuaires, afin de rendre la ville, afin de se rendre lisible dans l'espace urbain. Et une cité-État dans laquelle l'État et l'émir fusionnent
et projette le pouvoir sur ce territoire urbain pour en faire un hub. Avant 2008, on est dans la ville post-pétrole, on passe de la rente pétrolière à la rente immobilière. Depuis 2008 et depuis la crise de 2008, la ville ne cesse de se réinventer de plus en plus. Elle se réinvente notamment en se touristifiant et en construisant aussi son identité nationale, notamment par rapport à son passé historique, pour cimenter une nation qui, en fait, est bigarrée à l'origine. Et puis, elle est aussi, Dubaï, un carrefour, un moment où il faut choisir. Et Dubaï a choisi. Le pouvoir s'engage vers l'économie de la connaissance, vers le développement durable, en utilisant pour tremplin l'exposition universelle. Il lui reste à relever le défi de l'enseignement et de la recherche universitaire. Je vous remercie. Shukran jazilan. Merci infiniment, Laure. C'était Merci à vous. Très riche et très instructif. Je pense qu'il va y avoir des questions. Peut-être que vous avez besoin de 2 minutes de réflexion, mais là déjà, il y a une question. Je veux savoir si l'immigration iranienne assez ancienne dans cette ville, ça a généré une minorité chiite importante et est-ce que ça crée aussi un relais de pouvoir pour la puissance iranienne voisine? D'accord. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les Iraniens arrivent véritablement au tournant du 19e et du 20e siècle. Ce sont des commerçants. Ils vont être encore plus nombreux à partir de la révolution islamique de 79 et de la guerre Iran-Irak. Et avec les sanctions qui ont été prises envers l'Iran, si vous voulez, Dubaï est devenu le relais incontournable, peut-être avec la Turquie, pour l'Iran. C'est-à-dire, par exemple, les Chinois achètent des produits iraniens via Dubaï. Donc, c'est un relais important pour les Iraniens dans cette période d'embargo. Alors, pour tout type de produit, mais c'est aussi un relais artistique. Dubaï est un relais artistique très tôt de l'Iran. Donc, vous avez à Dubaï beaucoup d'artistes iraniens, peintres ou sculpteurs, qui exposent à Dubaï. On estime, alors attention, parce que évidemment, l'État émirien ne donne pas vraiment de données chiffrées sur la représentation des communautés en termes de chiffres. Donc, on estime qu'il y aurait 400 000 Iraniens aux Émirats arabes unis, dont 80% à Dubaï. Et alors, contrairement à cette lutte d'influence qui existe dans le Golfe entre la puissance sunnite saoudienne et la puissance chiite iranienne, Dubaï ne s'inscrit pas dans cette guerre. Ça ne l'intéresse pas. Alors, ça intéresse ce conflit chiite-sunnite, peut-être Abu Dhabi. Et c'est Abu Dhabi qui a la présidence, c'est Abu Dhabi qui a le pouvoir, c'est Abu Dhabi qui a les fonds souverains, c'est Abu Dhabi qui a le pétrole. Mais l'émir de Dubaï n'est pas très chaud pour entrer dans cette querelle. Il n'a qu'une seule politique, qu'une seule idéologie qui se résumerait en cette phrase: business is business, business first. Merci. C'est très intéressant la présentation que vous avez faite de l'importance de la tribu, mais est-ce que ça ne revient pas à un aristocratisme et du coup, tout le reste de la population se trouve dans un état, disons, périphérique, pour ne pas dire mise en tutelle? Alors, je comprends votre question, madame. J'aimerais simplement vous poser une question sur votre question, à savoir quand vous dites le reste de la population. Vous entendez par reste de la population émirienne ou la population non émirienne? Je pense que c'est très intéressant de discuter les deux cas. D'accord, ok. Alors, j'ai essayé de répondre. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, peut-être le savez-vous, celui qui va créer les Émirats arabes unis, c'est Sheikh Zayed, qui était l'émir d'Abu Dhabi. Il va créer les Émirats arabes unis en 1971
Et pour créer les Émirats arabes unis, il va rencontrer chacun des chefs de tribus pour dire, écoutez, il faut qu'on s'associe parce que si on ne le fait pas, on va être absorbé par d'autres États qui se créent et qui sont déjà créés, puisque les Britanniques nous lâchent et partent. Et donc, si vous voulez, à partir de là, pour cimenter la population émirienne qui est composée de différentes tribus, Chef Zayed va faire quelque chose de très intelligent. Il va pratiquer l'État-providence à un point, c'est qu'il va réutiliser cette manne financière tirée du pétrole pour redonner, la redistribuer à tous les Émiriens. Alors, c'est pour ça aussi que le mariage entre Émiriens est favorisé, si vous voulez. Et si vous vous mariez avec un Émirien ou avec une Émirienne, vous recevez pour votre mariage un petit pactole et puis vous recevez des terres qui vous permettent de construire votre maison, qui vous permettent de construire aussi des terres généralement de 3 types, des terres pour construire une maison en ville, on va dire, des terres entre guillemets à la campagne, dans le désert, pour avoir une maison de campagne, une maison de désert, je ne sais pas comment il faut appeler ça, et puis des terres commerciales ou industrielles. Donc, si vous voulez, les Émiriens, eux, reçoivent véritablement les fruits de cette prospérité. Et en plus, je tiens à préciser, j'en ai parlé à Giovanna, ils ne payent pas ni l'eau ni l'électricité. On paye pour eux. Nous les étrangers. Donc, vous voyez que de ce côté-là, je pense que les Émiriens sont bien lotis. En plus, pour les jeunes Émiriens qui font des études et qui réussissent bien, ben, on leur paye leurs études supérieures à Harvard, aux États-Unis, en Angleterre, etc., parce qu'ils vont former les cadres de demain. Donc, ils sont plutôt bien lotis. Alors, se pose la question, et c'est une question très large que vous posez, des non-Émiriens. Que leur arrive-t-il ? Alors, parce que c'est vraiment un sujet qui a décrié la chronique et qui a valu à Dubaï une réputation terrible, que deviennent les autres ? On ne peut pas aujourd'hui devenir émirien. C'est-à-dire que si je vais déposer, j'avais très envie de le faire pour voir simplement la réaction, mon dossier de demande de citoyenneté au bout de 19 ans, j'ai aucune chance de l'avoir parce que je ne suis pas proche du pouvoir, parce que finalement c'est que 19 ans dans ma vie où je suis aux Émirats et que parce que je ne suis pas de la religion musulmane. En revanche, il y a des choses, la législation est vraiment en train de changer aux Émirats arabes unis, où ils accordent pour les gens qui investissent dans le pays, bien évidemment, des gold visas, donc des visas dorés, qui durent 10 ans, pour les gens qui investissent dans le pays, mais aussi pour les jeunes étudiants étrangers, non-émiriens, qui ont fait leurs études jusqu'au baccalauréat aux Émirats et qui ont eu une excellente note. Alors, cette note, elle est différente en fonction du type de baccalauréat que vous avez fait. Par exemple, en IB, il faut avoir, je crois, minimum 42 sur 45 pour avoir ce Gold Visa. Pour le bac de français, je ne sais pas, bac de français, s'il faut avoir 18 sur 20, bref, il y a des seuils, mais donc ils essayent de faire des efforts. Je crois objectivement, madame, qu'on va vers la création à venir d'une espèce de green card à l'américaine, c'est-à-dire d'un visa de résidence sur la longue durée, pour fidéliser un petit peu les résidents, les encourager à acheter sur place et même, j'ai envie de dire, à passer leur retraite sur place. Il y a des projets de construction, notamment de maisons de retraite pour les Émiriens, mais pas que. Voilà, donc les choses sont en train de changer, mais il est vrai que nous ne sommes pas des citoyens, que nous ne le serons pas, et qu'il faut qu'on se tienne à carreau. Je ne sais pas si après, si vous voulez vous voulez revenir sur cette question par rapport à une communauté précise, n'hésitez pas, mais c'est assez difficile parce que c'est une question vraiment très, très globale. Alors, on va faire juste un passage par les gens qui sont sur l'écran. Donc, Shadi, si vous voulez ouvrir votre caméra et poser votre question. Bonjour. En fait, je vous remercie pour votre présentation. J'ai 2 questions à vous poser. D'abord, comment vous analysez la présence chinoise dans le pays Émirats unis et surtout dans la ville de Dubaï? Et ma deuxième question, c'est comment les responsables étatiques
Et là-bas, on construit l'identité nationale. Quels sont les éléments principaux de l'identité nationale là-bas? Et pourquoi les jeunes émiriens sont fiers pour leur identité nationale? Merci. D'accord. Deux questions complètement différentes. Alors, pour la question de la Chine, écoutez, la Chine est présente à Dubaï comme elle l'est de plus en plus dans le monde aujourd'hui. Depuis l'ouverture du pays sur Deng Xiaoping au tournant de la fin des années 70 et des années 80, puis n'en parlons pas depuis 2013 avec l'ascension au pouvoir de Xi Jinping et le projet du siècle, c'est-à-dire les nouvelles routes de la soie. Les Chinois sont de partout parce que vous voyez, vous avez certainement entendu parler des nouvelles routes de la soie, donc qui est un projet finalement de mise en connexion de la Chine avec le restant de son territoire qui était enclavé, dont la fameuse province où on trouve des Ouïghours, le Xinjiang, mais aussi avec la Russie, avec l'Asie centrale, avec le Moyen-Orient, bien évidemment, et notamment des connexions avec l'Iran, parce que la Chine a besoin du pétrole et du gaz que l'on trouve dans le Golfe, et puis également connexion avec l'Afrique, connexion avec l'Europe. Il s'agit non seulement de routes terrestres, de lignes à grande vitesse, aussi de trains qui vont circuler, mais aussi une mise en connexion par les ports. Vous savez que cette stratégie chinoise s'appelle la stratégie du collier de perles, c'est-à-dire que les Chinois visent à s'implanter dans des ports et dans des pays qui ne leur appartiennent pas. C'est le cas notamment, par exemple, du port au Sri Lanka, c'est le port de Gwadar au Pakistan, c'est le port de Doralé à Djibouti, c'est le cas du port du Pirée en Grèce. Hein? Donc, vous voyez qu'il y a cette intrusion de plus en plus forte de la Chine partout dans le monde et notamment à Dubaï. Et à Dubaï, je dirais que la population chinoise a commencé véritablement à être beaucoup plus visible dans l'espace à partir, je dirais, entre 2007 et 2010. Voilà ce que je dirais. Et en effet, ils sont plus importants. D'ailleurs, dans beaucoup d'écoles, il y a la possibilité d'apprendre, il existe la possibilité d'apprendre le mandarin. Alors, cette identité nationale, elle s'est forgée donc peu à peu. C'est-à-dire que, je vous ai parlé, mais c'est vrai très rapidement dans mes présentations, parce que j'ai brassé très large, de premier musée qui apparaît, musée ethnographique, dans les années 70 à Dubaï. Ce musée est accueilli par le Fort El Faïdi, c'est un musée ethnographique. Donc, où on met en scène la vie d'avant, la modernité, la perle, la vie au souk, etc. Avec des sortes de mannequins, je ne sais pas si c'est des mannequins en cire, etc. Et vous voyez bien que vous avez des faciès différents parce que la population émirienne n'est pas qu'arabe. Il y a des Iraniens qui sont devenus émiriens. Il y a aussi des populations d'origine africaine, notamment d'origine de Tanzanie, de Zanzibar, qui sont devenues émiriennes depuis très longtemps. Et on essaie finalement d'effacer ces différences de couleur de la peau, d'effacer le fait qu'on soit plus ou moins un ancien citoyen ou un citoyen plus récent dans la communauté émirienne pour essayer de rassembler. Donc, on efface les différences pour rassembler, pour faire un tout. Et ça, c'est très visible dans le musée Racine. Puis ensuite, je pense qu'on crée cette identité nationale avec cet émir qui porte un projet. Il porte un projet de puissance et cette puissance, elle s'exprime par une ville qui renforce son côté hub, son côté carrefour et qui séduit les Émiriens parce qu'en même temps, on leur apporte la prospérité. Et donc, ça, c'est un projet qui permet de renforcer cette identité nationale. Et comme je vous le disais auparavant, le fait qu'on est dans un état-providence où l'émir, depuis Cheikh Zayed, redistribue les richesses du pays aux Émiriens. Et ça cimente. Alors, se pose la question, en revanche, madame, si demain, Dubaï ne connaissait plus la prospérité pour des raisons X ou Y,
est-ce que cette identité nationale, ce ciment national, existerait toujours ou est-ce qu'il ferait place à des contestations? Je crois que c'est un enjeu pour le pouvoir en tout cas. Oui, tout ce que vous nous avez dit sur Dubaï, la ville importante, le centre commercial, etc., pourquoi est-ce que ça n'est pas devenu la capitale? Ah. Alors pourquoi ça n'est pas devenu la capitale? On va dire que c'est une capitale économique. Vous savez, souvent, aux Émirats, on a l'habitude de dire que Abu Dhabi, c'est la capitale politique. Dubaï, c'est la capitale économique et audacieuse. Enfin, non, Abu Dhabi, c'est la capitale politique et pétrolière, ce serait plus juste. Dubaï, c'est la capitale économique et audacieuse. Dubaï a l'audace qu'Abu Dhabi n'a pas. Et puis, Sharjah, qui est un autre des Émirats, voisin de Dubaï, est la capitale culturelle, mais de la culture arabo-musulmane. Théâtre en arabe, littérature en arabe, conférences en arabe. Et puis pourquoi, de toute manière, Dubaï ne deviendra pas la capitale? Parce que Dubaï n'a pas la richesse pétrolière. Le pétrole ne représente quasiment plus rien à Dubaï, c'est 3% du PIB. Les richesses pétrolières sont concentrées sur l'Émirat d'Abu Dhabi. Et puis, j'ai envie de dire, le 2 décembre 1971, quand les Émirats sont créés, autour de la personne de Sheikh Zayed, qui est l'émir de Dubaï, il a la présidence et cette présidence, elle va être dynastique. Pas forcément destinée à la primogéniture mâle, mais elle va être dynastique. Donc, on ne remettra pas en question l'édifice politique qui a été créé par peur de déséquilibrer le tout. Bonjour. Bonjour et merci pour cette exposition qui est très riche. Ça fait plaisir de voir que les choses bougent un peu partout. J'ai 3 questions à vous poser. Vous entendez? La première, c'est un problème de terminologie. Finalement, est-ce que c'est un golfe arabique, c'est un golfe arabo-persique, c'est un golfe persique? Il y a eu beaucoup de débats autour de cette question. Donc, c'est la première question que je voulais vous poser. La deuxième, c'est l'influence des Chinois. J'ai compris leur rôle dans la construction. D'ailleurs, ils sont extrêmement méthodiques et ils sont un peu partout. Mais je sais qu'aussi, ils ont passé des contrats très importants avec l'Iran, des contrats de 25 ans qui ont été signés il n'y a pas très longtemps. Et par exemple, ils exploitent énormément les ressources de la mer, et notamment les poissons. Du coup, il y a beaucoup de pêcheurs qui n'ont plus rien à manger et qui sont au chômage. Et ça, c'est un aspect des choses. Et l'autre aspect, c'est que ça a une influence très importante sur l'écosystème. Donc, je voulais vous demander si cette aspiration des ressources naturelles dans un endroit qui n'est pas très loin a un impact sur eux. Et la dernière question, nous avons beaucoup parlé de la construction de Dubaï, de leur génie, parce que ça a été vraiment fabuleux. Quel est le rôle et la place des ouvriers? Parce que, est-ce qu'ils ont été bien traités? Et comment ça a marché? Parce qu'à un moment donné, alors je ne suis pas sûre, parce que je ne connais pas très bien la question, mais je sais que dans cette partie-là, il y a beaucoup d'ouvriers qui ont été malmenés, parfois été obligés d'être envoyés dans leur pays. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Est-ce que la modernité ne serait pas aussi de mieux traiter les gens qui travaillent là-bas? Voilà les 3 questions que je voulais vous poser. D'accord. Alors, pour la terminologie sur le golfe arabo-persique, écoutez, moi, j'ai envie d'avoir des problèmes avec personne. Je préfère dire golfe arabo-persique. Comme ça satisfait les deux côtés, les deux rives, la rive arabe et la rive iranienne. Mais c'est vrai que je pense que s'il faut regarder sur des cartes, côté arabe, on aura plus golfe arabique. Et puis, si vous regardez des cartes qui émanent du côté Iran, on aura probablement la terminologie golfe persique. Moi, je pense que c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu. C'est des querelles de chapelle. Golfe arabo-persique, c'est plus simple. On satisfait les deux rives. On ne froisse personne. Voilà, moi, je ne vois pas... Je n'ai pas vraiment d'autres réponses à vous donner.
Ce sont des pays de toute manière qui sont riverains de part et d'autre du Golfe, qui entretiennent des relations, donc autant fusionner les deux termes. Mais ça, c'est mon point de vue. Et après, je crois que sur une carte, quand on met Golfe arabique ou Golfe persique, c'est un phénomène d'appropriation et peut-être d'appropriation d'un territoire, un territoire en l'occurrence maritime, mais qui est politique, idéologique. Et personnellement, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Voilà pour la première question. Concernant l'influence chinoise, alors vous m'avez parlé de contrat en Iran. Alors tout à l'heure dans la conférence, je sais, je n'y ai fait qu'une allusion, faute de temps. Je vous ai dit que souvent, en fait, Dubaï était utilisé comme un lieu de transit des marchandises venant d'un Iran sous embargo, parce qu'on ne peut pas directement aller chercher les produits en Iran. Et les Chinois, notamment, utilisent énormément Dubaï pour leurs transactions économiques avec l'Iran. Donc, vous avez tout à fait raison, madame, de faire cette remarque. Les interactions sont très fortes avec l'Iran qui est en face depuis Dubaï, et l'intérêt pour l'Iran est bien sûr lié à la richesse en hydrocarbures. Voilà. Alors, les Chinois, en effet, sont de plus en plus installés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils trustaient un certain nombre de ports dans leur logique du collier de perles, dont le port de Doralé, où était implanté d'ailleurs Dubaï. Et Dubaï a eu beaucoup de déboires avec ce port de Djibouti et finalement a renoncé tellement que c'était problématique avec le pouvoir là-bas, et ça a été repris en charge par la Chine. Mais concernant les ressources de pêche que vous mentionnez, alors vous avez raison, il y a aujourd'hui des enjeux très importants par rapport aux ressources halieutiques pour la Chine. Alors déjà, au premier chef, dans la région dans laquelle se trouve la Chine, c'est-à-dire la mer de Chine. Tous les géopoliticiens s'accordent pour dire que la mer de Chine sera probablement le territoire le plus conflictuel dans les années à venir. Vous savez que la Chine s'est déjà implantée dans des territoires qui sont revendiqués par d'autres pays, que ce soit les Philippines ou le Vietnam, comme les îles Spratly, comme par exemple le site de Scarborough ou également les îles Paracel. Alors, comment? En pondérisant, en installant des bases militaires carrément, en développant le tourisme, et ils essaient constamment de violer le droit de la mer et la conférence de Montego Bay qui date de 1982 sur le droit de la mer. Et pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux géopolitiques, bien évidemment, mais il y a des enjeux halieutiques. C'est une population nombreuse, à 1,380 milliard d'habitants, avec un régime alimentaire énormément basé sur le poisson, donc ça les intéresse. C'est vrai que, sortis de ces zones de pêche de proximité, les Chinois battent pavillon, non chinois d'ailleurs, en rachetant des pavillons étrangers, notamment dans le golfe de Guinée. Et là, dans le golfe de Guinée, ils se livrent à une véritable razzia de poissons. Ils ont été souvent épinglés parce qu'ils utilisaient des filets avec des mailles très petites. Donc, ils prenaient des tout petits poissons et ces petits poissons ne pouvaient pas se reproduire. Donc, justement, il y avait une surpêche. Alors, ça, c'est un danger. À ma connaissance, madame, il n'y a pas d'utilisation des ressources halieutiques dans les eaux dubaïotes, par les Chinois, j'entends. Voilà. Voilà pour cette deuxième question. J'espère que j'avais à peu près répondu. Pour la troisième question concernant les ouvriers, je m'attendais à avoir cette question, surtout qu'il y a beaucoup de reportages qui en ont parlé. Et tout à l'heure, vous aurez de courts extraits des reportages qui feront référence à cette situation. Alors, il me semble que c'est en 2003, en 2004, il y a une tentative de grève des ouvriers qui étaient mal payés, dont on retenait le passeport, qui n'est pas payé, mal payé ou pas payé d'ailleurs, qui se sont rebellés. Le droit de grève est interdit aux Émirats arabes unis, donc ils se sont fait réprimer. La situation Covid que le monde a connue n'a pas favorisé la situation des ouvriers.
mais pas que des ouvriers d'ailleurs, y compris des Français qui avaient un bon travail. Hein. Il y a des Français pendant la Covid qui se sont retrouvés ici aux Émirats à vivre dans leur voiture. Donc, il y a toute une solidarité française qui s'est développée parce que des Français vivaient dans leur voiture avec des enfants pour donner des cadeaux aussi à Noël aux gamins. Donc, cette crise de la Covid a impacté des ouvriers du sous-continent indien majoritairement, mais aussi des familles françaises. Donc, je veux simplement vous dire que vous n'avez pas de job. Si vous perdez votre travail, si vous n'en retrouvez pas un dans le mois qui suit, vous n'avez plus de visa. Et vous êtes dehors. Il n'y a pas de problème de chômage. Parce que quand vous n'avez pas d'emploi, vous partez. Donc, c'est facile de gérer le chômage comme ça. Et ça, toute catégorie confondue, toute nationalité confondue. Alors, il est vrai que ça a été beaucoup plus difficile pour les ouvriers qui se sont retrouvés, en fait, dans la situation Covid avec des chantiers interrompus et qui ont dû attendre la réaction de leurs ambassades pour pouvoir organiser des avions de rapatriement dans le pays. C'est évident. Parce que ces gens-là n'ont pas de matelas d'économie. Et ils envoient l'essentiel de leurs revenus, ce sont ce qu'on appelle des remises, à leur famille restée au pays. Donc ça, c'est un problème. Concernant de manière plus globale la situation des ouvriers, évidemment, je ne vous dis pas que c'est un rêve d'être ouvrier à Dubaï, mais en 19 ans que je suis là, j'ai vu des progrès. Et dire le contraire, ça serait mentir, ça serait vouloir créer la polémique. Tout n'est pas rose, mais il y a des progrès. Des progrès, pourquoi? Dans quel domaine? Par exemple, il y a des nationalités comme la nationalité philippine. Hein, les Philippins sont des grands. L'État philippin organise l'émigration de leur population dans différents pays. L'État philippin, par exemple, a négocié depuis des années un salaire minimum pour ses ressortissants en fonction du poste qu'ils occupent dans la société émirienne. Que ce soit ce qu'on appelle les nannies, c'est-à-dire les femmes de ménage et qui font la garde des enfants, ou que ce soit les ouvriers. Donc, il y a des États qui négocient des salaires avec Dubaï. Deuxièmement, il y a eu aussi des reportages avec la crise de 2010 jusqu'à la crise de 2008, des reportages qui ont fait très mauvaise presse à Dubaï, et je pense que Dubaï en a tiré quand même quelques leçons, hein, même si la situation des ouvriers s'est améliorée. Pourquoi? On ne voit quasiment plus de bus à ouvriers sans climatisation. Quand je suis arrivée dans ce pays en 2003, la plupart des ouvriers finissaient leur travail, montaient dans des bus non climatisés. Vous savez, ils avaient des petites ventilateurs, même de poche, qui mettaient devant le visage. Et c'était des gens absolument éreintés, qui s'effondraient comme ça sur le siège avant. On ne voit quasiment ou très, très rarement des bus non climatisés. Deuxièmement, les Émirats ont et Dubaï énormément construit ce qu'on appelle les labor camps. Donc, c'est des camps de travail à ne pas confondre avec les camps quand même de travaux forcés staliniens. Ce n'est pas le goulag, des lotissements composés d'immeubles sécurisés dans des quartiers bien définis où vivent les travailleurs. Donc, ces nouveaux bâtiments ont l'avantage quand même d'être un peu plus modernes en termes de sanitaire, de cuisine. Mais ce qu'on pourrait reprocher, là, il y a un travail à faire, c'est que ces travailleurs puissent avoir plus d'intimité parce qu'ils sont encore trop nombreux par chambrée sur des lits jumeaux. Donc, il y a facilement 6 ouvriers par chambre. Hein, donc, c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de place à l'intimité. Mais en tout cas, il y a des logements qui ont été créés et il y a de moins en moins de squats. Hein, parce qu'à une période, il y avait des vieilles maisons, par exemple, qui avaient été abandonnées par les propriétaires ou les locataires qui étaient squattés. Ça n'existe plus vraiment. Voilà, j'espère que j'ai à peu près fait le tour de la question, même si je dis bien tout n'est pas rose et il y a encore des progrès à faire. Mais on est sur la voie. Oui, je voulais vous demander tout simplement quels sont les rapports avec son grand voisin, l'Arabie Saoudite. Oui. Alors, les rapports… Laure, pardon, en 1 minute. D'accord. Je ne suis pas très forte pour ça. Je vais essayer de… Je suis trop bavarde. Alors,
les rapports avec l'Arabie saoudite. Les rapports avec l'Arabie saoudite sont bons. Et j'ai envie de dire qu'ils sont encore meilleurs entre les Émirats arabes unis et Abu Dhabi entre l'Arabie saoudite et Abu Dhabi qu'entre l'Arabie saoudite et Dubaï. Shah Nahyan et Ben Salman sont très proches. Donc, les relations sont bonnes et les Émirats ont toujours fait en sorte que les relations soient bonnes depuis la création des Émirats arabes unis. Quand Sheikh Zayed a créé les Émirats arabes unis, il n'a pas voulu se faire absorber par le grand voisin saoudien et quand il a fallu discuter des frontières et notamment des puits de pétrole qui étaient proches de ces frontières, Sheikh Zayed a préféré dire à l'Arabie « c'est pas grave, prenez ce puits de pétrole pourvu qu'on puisse se respecter, que nous, on puisse exister en tant que pays Émirats arabes unis. » Donc, les relations sont bonnes. Merci beaucoup.